Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Pourquoi passer des heures à essayer de percer sur les réseaux sociaux quand l'agence personnelle peut le faire pour toi? Des vidéos verticales prêtes à poster, créées spécialement pour te faire décoller sur LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube et consorts. Génère des leads en continu et deviens incontournable dans ton secteur. En 1 mois et demi, l'agence personnelle m'a fait gagner 50 000 followers sur mes réseaux sociaux. Alors viens t'asseoir et laisse les meilleurs s'occuper du reste. Rendez-vous dans la description pour postuler, mais ne tarde pas trop, chaque promo a des places limitées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on retrouve notre intervenant préféré, le chercheur et docteur en psychologie sociale et cognitive, Romain Bouvet. Il est aussi neuromarketeur et aujourd'hui, il va nous aider à craquer. Faut-il répondre aux haters ? Bonjour Caroline et encore merci pour cette invitation. Ça fait toujours un plaisir de venir dans Marketing Square. En plus, je ne vais pas forcément parler de marketing ou de vente, mais je vais revenir à mon sujet d'origine qui est la psychologie sociale. Donc c'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Retour aux racines, chasse le naturel, il revient au galop. Et puis, en ce moment, on parle énormément de la haine sur les réseaux sociaux. C'est un peu l'année où tout le monde se passionne pour la santé mentale parce qu'en fait, on est en train de se rendre compte que les réseaux sociaux, c'est tellement décuplé les sensations des relations sociales en général que les dangers sont vraiment là. Alors, il y a du harcèlement, il y a des appels à la haine, il y a ce qu'on appelle le social counseling, donc des gens qui du jour au lendemain se retrouvent victimes de chasse aux sorcières. Autrement dit, ça fait 2 fois plus mal que les relations humaines à taille humaine, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question épineuse, que faire quand on a en face de nous un hater qui arrive sous un de nos posts, que vos posts cartonnent ou pas, vous pouvez avoir un hater, il suffit pour ça d'avoir pas de chance. Et on va commencer avec Romain par définir c'est quoi un hater, parce que Christelle Defoucault, sous mon post LinkedIn aujourd'hui, le précisait, il y a un peu un amalgame entre le sceptique, celui qui vient juste vous donner du gras à moudre en pinaillant sur des détails ou remettre en question ce que vous dites, et le hater qui est un petit peu plus incisif. Romain, comment est-ce que tu définirais, toi, ces deux sociotypes ? En fait, on va prendre en compte le comportement et on va essayer de comprendre ce comportement. C'est une personne, généralement, qui n'est pas d'accord avec le post ou le contenu qui a été publié. Et là, on a, quand on n'est pas d'accord, finalement, 2 façons de répondre. La première façon, c'est de dire tout simplement qu'on n'est pas d'accord, de façon assez bienveillante, d'expliquer tout simplement pourquoi on n'est pas d'accord, ce qui permet de construire une relation sur le contenu, et voilà, ce qui est totalement naturel. Et le deuxième, c'est la personne qui n'est pas d'accord cette fois-ci, mais qui va utiliser les émotions négatives pour l'exprimer, et souvent à travers l'humiliation. Ça veut dire que ça va être « je suis pas d'accord, tu es bête, tu es imbécile ». En gros, on a le premier cas où on est sceptique, on va dire « je suis pas d'accord avec toi parce que dans mon expérience, j'ai vu totalement l'inverse ». Et le deuxième cas, c'est « je ne suis pas d'accord avec toi, tu es un imbécile ou une idiote, t'as totalement tort, j'ai jamais vu un contenu aussi nul de ma vie, tu devrais limite arrêter ce que tu fais ». Là, on est dans le discours de la haine, on est dans le discours aussi qui est humiliant, puisque des chercheurs ont analysé des contenus haineux et ils ont vu que ça avait souvent attrait à l'humiliation publique. Donc, on a bien 2 types de comportements. Le premier, sceptique, qui est totalement autorisé. Et pour moi, je suis OK avec ça. Il n'y a aucun problème. Et le deuxième, qui ne devrait pas être toléré, qui est bien sûr le discours de la haine et de l'humiliation. C'est un mot qui est important car on semble souvent l'oublier quand on parle de haters. Exactement, et je trouvais ça important de commencer l'épisode là-dessus parce que Christelle disait ce matin dans les commentaires, Christelle qui passe énormément de temps sur LinkedIn et qui a vu un peu toutes les évolutions du réseau, elle dit il y a une nouvelle tendance assez dangereuse à traiter en fait de haters, tous ceux qui sont pas d'accord, et du coup il y a beaucoup de personnes apparemment sur LinkedIn qui vont aller virer tous les commentaires, virer et bloquer tous les gens qui vont pas dans leur sens, ignorer les autres, et puis du coup elle dit cette attitude va engendrer la pensée unique et encourager des liens d'entre-soi, de finalement c'est un peu ce qui se passe et ce qui est dangereux sur les réseaux sociaux. J'en parlais il y a peu dans un post, c'est ce tri sélectif fait que plus on va avancer, Romain, plus les algorithmes ils vont nous montrer des gens qui sont d'accord avec nous, mais on va devenir un peu bête si on est toujours confronté à de la pensée justement qui se rapproche de celle qu'on a déjà. Et totalement, et puis c'est pas le jeu. En fait,
fait, quand on est influenceur, il faut accepter qu'il y a des personnes qui ne soient pas d'accord. Et c'est OK avec ça. Souvent, j'entends mes clients qui disent: «Ah, mais moi, je veux pas avoir de gens qui sont pas d'accord. C'est ma maison, ils viennent chez moi». Non, ce n'est pas ta maison, puisque tu parles ici dans un marché public qui est LinkedIn. C'est ta maison quand c'est des messages privés, quand c'est un groupe privé. Là, OK, mais pas du tout. Tu cherches une audience. Dans ces cas-là, oui, il y a des avantages, mais il faut accepter, en effet, les défauts. Et souvent, des gens ne seront pas d'accord, mais en fait, ces gens sont plutôt bienveillants et parfois, ils veulent même juste éclairer la personne en disant: «Eh, je suis pas d'accord avec toi parce que regarde, il y a une étude qui est arrivée qui a dit le contraire». Et moi, je dis: «Ah ouais, OK, ça marche, j'avais pas vu cette étude». Et il y a aucun problème avec ça, en fait. Et ça, je pense que pour un influenceur, je conseille tout souvent de dire: «Mais prenez en compte que c'est partie du métier et c'est OK, c'est cool, il y a aucun problème avec ça». Et elle a totalement raison, Christelle. Si à force, on bloque, on réagit par rapport à des gens qui sont pas d'accord, on n'est pas influenceur et c'est pas bon. Je pense pas que ce soit la bonne ligne, en tout cas, à tenir d'un influenceur. Il faut être prêt à avoir des gens qui ne sont pas d'accord et c'est cool. Il y a aucun problème avec ça. Et en fait, Romain, influenceur ou pas, parce qu'aujourd'hui, avoir des haters, c'est pas du tout le propre des grosses audiences. À partir du moment où vous êtes sur un sujet clivant, même si vous avez 10 vues, potentiellement, il y a 5 personnes qui sont pas d'accord. Autant sur TikTok, il y a beaucoup de hate, beaucoup d'insultes, mais sur LinkedIn, bah, il y a beaucoup de sceptiques. Voilà, tout le monde a son opinion et les gens sont là pour l'exprimer. En tout cas, je trouve ça intéressant ce que tu disais sur le fait que parfois les sceptiques veulent créer une relation. La chose la plus élégante à faire, c'est toujours d'envoyer un message privé, évidemment. Et ça permet de créer des vraies relations. Donc, envoyer à quelqu'un par message privé, voilà, j'ai pas voulu par élégance le mettre devant tout le monde dans les commentaires, mais sache que tu t'es trompé sur le nom de cette étude, mais sache qu'il y a une autre étude qui dit cela. Parce que c'est vrai qu'on se peut se demander aussi, Romain, oui, tout le monde a le droit de discuter, mais parfois, t'as l'impression qu'ils se font un malin plaisir aussi d'aller t'épingler sur des détails. Et c'est vrai que ça peut être perçu aussi comme quelque chose de malveillant. Totalement. Alors, il y a des personnes qui sont un peu plus malines dans la façon de tourner. C'est proche des haters. Certains chercheurs vont même dire que tant qu'il y a une tentative d'humilier la personne, on peut le considérer comme haters, même s'il n'y a pas d'émotion négative, puisque certains sont assez machiavéliques dans la façon de répondre ou de parler dans le commentaire. Hyper clair. Je pense qu'on est prêt à passer dans le cœur de l'épisode. On va commencer par une première partie que j'adore. Pourquoi les haters sont-ils si méchants? C'est un peu en mode orangina rouge. Comment on peut expliquer que quelqu'un soit bascule du côté obscur de la force, soit comme ça un peu depuis la naissance, tu vois, un peu revanchard? Comment on explique que des gens ils aient dans la peau en fait le fait de vouloir nuire à d'autres et qu'ils investissent du temps là-dedans, quoi? Alors, c'est une excellente question. D'ailleurs, tu l'as très bien introduit au tout début du podcast. De plus en plus, on en parle. Et il faut savoir que c'est un thème qui intéresse beaucoup les chercheurs en psychologie sociale. Et les études commencent à pas mal être publiées dans ce domaine depuis 2020, 2021 et 2022. Et justement, une étude qui a été publiée il y a quelques mois, les chercheurs sont intéressés à ce pourquoi. Alors, on peut nous-mêmes y réfléchir. Quand on met un discours de haine, en gros, la personne va tenter d'humilier la personne sur le contenu qu'elle a lu. Est-ce qu'elle le fait pour une justice sociale parce qu'elle n'est pas d'accord et qu'elle est en colère? C'est normal d'être en colère. Et dans ces cas-là, elle veut défendre une forme de justice sociale. Ou une autre hypothèse, c'est le collectif, où elle veut tout simplement, elle se sent bien quand elle le fait. Alors, elle se sent bien, c'est un terme en psychologie qui s'appelle Schadenfreude. Alors, c'est un terme allemand parce qu'il n'y a pas de traduction en anglais ni en français, qui veut dire prendre du plaisir à faire du mal à l'autre. Et là, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a ce côté-là chez des personnes qui tentent d'avoir ce discours de haine, d'attaquer la personne? Alors, à ton avis, quels ont été les résultats? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est une forme de justice sociale plus une forme d'humilier publiquement la personne? Ni l'un des deux, à ton avis, quels sont les résultats? Pour moi, ça dépend beaucoup des cas, en fait. Souvent, je vois des cas d'incitation à la haine où, en fait, la personne se dit: «Oui, tu comprends, j'ai rien contre lui, mais c'est un stigmate de la société de consommation, de, telle pratique, de tel machin et du coup, je m'en prends à lui parce que cause d'exemplarité» et parfois, j'ai l'impression que les gens s'en prennent aux autres pour des raisons hyper personnelles et que quelque part, même le fait qu'ils respirent, en fait, peut potentiellement être un problème. Je vois souvent les 2 cas de figure. Eh ben, les chercheurs ont fait ça dans une sorte d'expérience pour comprendre une grande tendance. Et la grande tendance n'est pas dans la justice sociale. En fait, ils sont très minoritaires, les personnes qui font ça pour les autres. On l'a souvent dans l'écologie ou des sujets plus ou moins moraux. Mais dans la majorité des cas, c'est plutôt le plaisir de faire du mal à l'autre. Ça veut dire que la personne elle reçoit finalement une dose de dopamine en se disant: tiens, je vais t'humilier publiquement, et de le faire. On le voit beaucoup sur TikTok, il y a un certain plaisir à le faire. Donc on est plutôt dans le deuxième cas où on a une corrélation plutôt bonne.
J'ai l'impression, Romain, aussi qu'il y a une part de jalousie. Donc là, on parle de sadisme. Et quelque part, dans cette jalousie s'exprime le besoin d'exister, de se rapprocher de la personne, où on se dit, en fait, elle me remarquera pas si je suis dans la validation, mais elle me remarquera si je suis dans l'humiliation, tout ça. En fait, j'ai l'impression que dans ce cas-là, c'est vraiment beaucoup de gens qui se disent on peut plus se faire remarquer quand on fait du mal, on crée une empreinte plus grande que quand finalement on va rejoindre un fan club. Et du coup, parfois, et c'est un truc que j'ai vécu l'année dernière, il y a ce truc où quelqu'un est fan de toi et tu vois tout d'un coup quand il réalise que bah non, tu vas pas partir en vacances avec lui, que tu mets des distances en fait, cette personne devient folle et se dit mais en fait si je ne peux pas la voir, je vais la détester. Il y a un peu ce truc de je n'ai pas réussi à être elle ou alors à être dans sa vie. Tu as entièrement raison. Alors, c'est minoritaire et on va le voir plutôt chez la relation homme-femme, c'est-à-dire que plutôt chez les filles, malheureusement, qui sont streameuses dans le gaming. On l'a rarement chez les hommes. On l'a, attention, chez les hommes, hein, mais la femme l'a beaucoup plus. Donc, on a bien ce problème de stéréotypes et tout ça, on pourra en parler. Mais là, on a des gens qui sont vraiment dans ce qu'on appelle la perversion, le machiavélisme. Donc, ils créent une relation amoureuse, finalement, avec la personne qui regarde le contenu. Et finalement, elle ne peut pas l'atteindre. Et à un moment donné, il y aura cette frustration qui va s'exprimer dans une forme de manipulation et de psychopathie. C'est pas la majorité des cas quand on prend tous les discours de haine, puisque bon, on a beaucoup de discours de haine entre les hommes et tout ça, hein. On a bien vu comment, par exemple, Oussama Hamar s'est pris un discours de haine sur TikTok. Donc là, c'était vraiment le but de l'humilier ou de le punir socialement. Et dans certains cas, en effet, tu as raison, il y a une relation perverse avec certaines personnes où on considérera qu'elle a un problème psychologique. Exactement et alors c'est pas des haters. Moi, mon terrain, pour, déballer ça, c'est Instagram. Je reçois beaucoup de messages très bizarres sur Instagram qu'en général, bah, j'hésite pas à dénoncer en story, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de créatrices qui vont avoir tendance, à avoir honte, à se dire: «Bah, en fait, vu que je suis publique, il faut que j'accepte ça». Mais il y a des comportements extrêmement déplacés, toujours de la part de mecs. C'est très, très rare les femmes, il y en a eu, mais c'est principalement des mecs avec des messages comme je te lis ce que j'ai reçu hier à 15 heures en plus. Toi, sans complexe et sans filtre, j'aimerais voir ça, tu sais. Je crois que ça doit être impossible de te voir sans filtre, totalement ouverte et fluide. Tu es bien trop pudique et timide. Tu n'aurais pas pu jouer avec Rocco Siffredi. Je te taquine, je sais que tu ne m'en voudras pas. Voilà, alors ça, c'est pas des haters, mais tu vois, on parlait de comportement dérangé. J'ai énormément de messages comme ça sur Instagram. Quand tu reçois ça, tu te sens pas bien non plus. Donc ça crée un effet, comme les haters, tu vois, un effet de malaise. Alors c'est très important parce que, encore une fois, les streameuses ont eu dans le gaming ou autre ce genre de problème et encore une fois, beaucoup d'influenceuses qui parlent sur TikTok, Instagram. Là, on n'est pas dans les haters, on est vraiment sur un autre type de problème. Ce qui est très important, c'est de créer une distance émotionnelle. C'est-à-dire que si tu ne par à aucun moment tu dois partager tes émotions, à aucun moment tu dois lui faire la morale parce que là, tu peux créer la haine et à partir de là, c'est un discours qui peut être transformé de l'amour à la haine. Donc, c'est là qu'on va parler de harcèlement. Donc là, on est vraiment dans une forme de psychopathe, hein. Et ça, pour pas créer ce harcèlement, il faut créer une distance émotionnelle. Donc tu ne peux pas répondre. Par contre, ce que tu peux faire, c'est une réponse automatique en disant voilà que le compte est géré par des modérateurs. En gros, il faut pas que ce soit toi qui répondes, même si c'est toi qui réponds. C'est ça qui est compliqué à expliquer, c'est qu'il faut qu'il y ait cette distance. Parce que toi, tu ne pourras jamais répondre à ce type de message. C'est super dangereux parce que tu ne sais pas comment ça peut se transformer. Et c'est ça que tu dois éviter. À qui le dis-tu, Romain? Mais alors pour ceux, honnêtement, hein, on le répète, c'est pas un problème d'influenceurs d'avoir des malades sur des réseaux sociaux, c'est le problème de tout le monde. Si on a par exemple 15 followers, c'est un compte privé, est-ce qu'on dit des modérateurs? Comment on fait? Non, mais malheureusement, il vaut mieux pas répondre. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a eu une relation de harcèlement, donc là, je parle pour certaines streameuses gaming, il y a eu un contact à la base où la personne a répondu. C'est-à-dire qu'il y a une relation au début où la personne a été gentille. Et c'est ça qui va se transformer en amour parce que lui, il va le comprendre comme une possibilité. Il va s'imaginer des fantasmes, il va rentrer dans un délire. Et c'est là que lui va passer de l'amour à la haine. Mais tant qu'il n'y a pas d'échange émotionnel, eh bien, en fait, tu ne trouveras pas de forme, enfin, beaucoup moins de chances de retrouver une forme de harcèlement. Le harcèlement se déclenche à partir d'un sentiment qui s'est créé. Et dans les 5 cas que je connais, bah justement, il y a eu une gentillesse vis-à-vis de la personne.
Tout à fait, et c'est pour ça que je mettais en garde sur Instagram dans mes stories contre une histoire que j'avais eue d'un mec il m'avait un petit peu harcelé pour que j'aille boire un café avec lui en me disant ça va, t'as pas 30 minutes, arrête de te la péter, tout le monde a 30 minutes, tout ça. Et en fait, j'avais fini par céder il y a un an. Et en fait, c'est pour ça que j'en ai parlé pour la première fois il y a peu. C'est que je reçois de plus en plus sur Instagram ce genre de messages. Et en fait, j'avais fini par y aller. Après le rendez-vous, il voulait pas me laisser partir. Et le moment où du coup il est rentré chez lui, il a commencé à vouloir qu'on aille dîner. Enfin, en vrai, le harcèlement s'est intensifié. Là où moi, je m'étais dit, ah, mais il a pas tort, je fais peut-être un peu ma star, évidemment, que je peux passer 30 minutes avec un entrepreneur du réseau. C'était un mec du réseau, je précise, hein. C'était pas un mec, tu vois, on se dit souvent, ouais, les malades, ça se voit. Non, tu vois, c'était juste un entrepreneur où je me suis dit, il est hyper motivé au début. Et en fait, plus il sentait qu'il avait de l'emprise, c'est ce que dit Roman, plus il sent de la gentillesse, vous êtes fini, quoi. Donc faites attention. Est-ce que tu recommandes juste de ghoster, c'est-à-dire plus rien du tout, mais de ne pas bloquer pour pas en fait rentrer justement dans un conflit ouvert, ou est-ce que tu recommandes de bloquer, tout loquer et même les afficher? Il faut vraiment bien séparer les haters des harceleurs, qui sont vraiment dans une psychologie très, très, très différente, même s'ils partagent finalement des traits communs. C'est très commun en termes de personnalité, donc est-ce que tu connais la Dark Triad? Non. Tu as dû entendre parler du terme de pervers narcissique. Ah oui, si, bien sûr. Ah, voilà. Donc, tu as forcément dû entendre parler du terme pervers narcissique, qui est un terme qui vient de la psychanalyse, mais en science, on ne sait pas trop le définir, on ne l'avait pas mesuré, c'est juste une définition à partir d'une observation. Donc, les spécialistes de la personnalité, ce qu'on appelle la psychologie différentielle, on va s'intéresser à mesurer le concept. Et là, on a trouvé qu'il y avait 3 traits de personnalité chez les personnes un peu qui font du mal, ceux qui nous pourrissent un peu la vie. Il y a le trait du narcissisme. Le narcissisme, c'est des personnes qui, ben voilà, c'est eux avant les autres. Elles aiment être au centre de l'attention au détriment des autres personnes. À ne pas confondre avec, par exemple, les gens qui ont de l'ego ou voilà, qui sont égocentriques. Là, on parle de narcissisme, hein, qui est une sorte de pathologie qui peut être dangereuse quand c'est un peu extrême. On a le machiavélisme. C'est des gens qui peuvent faire du mal, qui sont un peu sournois, sans aucun problème, aucune manque d'empathie. Ça veut dire que c'est un peu, on va le voir beaucoup en politique, hein, on devient de plus en plus machiavélique pour avancer dans cette évolution. Donc c'est le deuxième trait. Et le troisième, c'est le pire des trois. C'est la psychopathie. C'est de faire du mal aux autres sans avoir d'empathie. Donc, on a vu que les haters, sur Twitter notamment, c'est une étude qui a montré ça, il y avait un lien entre la psychopathie et le fait de choisir un discours de haine dans son message. Et la corrélation, elle était très forte. C'était pas corrélé au narcissisme, c'était pas corrélé au machiavélisme qu'on pourrait peut-être retrouver chez les formes de harceleurs, mais la psychopathie était fortement corrélée. Ça veut dire que chez des personnes qui osent mettre un discours de haine, donc humilier la personne et l'attaquer, ben, c'est un manque d'empathie, clairement. Eh ben, elles ont cette trait de psychopathe, qu'elles montrent d'ailleurs à leurs amis, à leur public. J'ai justement un ami qui a un jour eu un discours de haine, ben forcément, je suis allé le voir, j'ai dit, ben, forcément, t'as un peu exagéré. Il dit, ouais, j'étais en colère, mais il n'est pas comme ça. Et il s'est repris d'ailleurs. Donc parfois, on peut être tenté d'avoir ce discours, on peut le regretter. Donc c'est aussi une prise de risque pour le haineux, le hater, parce que sa communauté le voit. Moi, j'ai eu un hater qui s'est fait reprendre par sa direction, mais il ne savait pas qu'à l'époque, ils avaient financé mes recherches. Donc, ils sont fans de moi, ils ont vu qu'il m'avait traité d'imbécile, justement, il s'est fait reprendre. Donc, quand on fait un discours de haine, attention, il y a aussi le fait de s'exposer autour de soi et montrer, bah, regardez les gars, je suis un peu haineux, je suis un peu psychopathe au fond de soi. Et donc, la psychopathie, elle est aussi corrélée chez les harceleurs, parce qu'il y a un manque d'empathie, il y a une forme de narcissisme beaucoup plus fort chez le harceleur, puisque, voilà, ça doit être dû, en fait. Tu as accepté le rendez-vous, lui, il s'est projeté, on retrouve vraiment ces traits très morbides de la psychologie chez les harceleurs qu'on ne va pas forcément retrouver chez les haters classiques. Voilà un peu pour les traits psychologiques. Et ça, c'est un point important parce que ça va aussi t'indiquer comment il faut répondre. Et un psychopathe, il n'a pas d'empathie. Par contre, dès qu'il est attaqué, ou le harceleur, dès qu'il est attaqué, forcément, il va vouloir lui contre-attaquer, il ne va pas te lâcher. Alors moi, on va prendre déjà le cas des harceleurs, puisque c'est le cas que tu as évoqué. Le plus important, c'est de créer cette distance émotionnelle qui doit être très forte. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de réponse, il ne faut pas qu'il arrête de me parler. Non, il faut couper, il faut ghoster au maximum. Au fur du temps, ça peut se calmer, ça va dépendre de toi, de ton degré au début d'interaction avec la personne. Moins tu as eu d'interaction émotionnelle, moins forcément il va te harceler. On retrouve la même chose dans le travail chez les personnes qui sont machiavéliques, narcissiques et psychopathies. Donc les pervers narcissiques, plus tu leur partages des émotions, plus ils auront une force sur toi. Moins tu leur partages des émotions, moins ils auront d'emprise. L'emprise, elle est émotionnelle. Donc,
jamais parler de tes problèmes ou quoi que ce soit. Tu ne lâches pas tes émotions. Ça, c'est pour les harceleurs. Maintenant, dans le cas des haters, ça dépend. Ça dépend parce que le haters, quand il n'est pas d'accord avec toi, il engage lui-même sa communauté. Est-ce qu'il a une grande communauté ou pas? Par exemple, quelqu'un qui a 60 000 abonnés et qui n'est pas du coup d'accord avec toi et en plus de ça, il t'insulte. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois le bloquer, rien dire ou répondre? Là, c'est pas évident parce qu'il engage lui-même sa communauté. À partir de là, moi, par exemple, dans ce cas-là, je réponds. Parfois de façon très simple et très sympa. Je ne réponds jamais par la colère parce que ce que va observer les gens, c'est ta façon de répondre. Quand moi j'ai eu des haters, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu me voir en disant waouh, j'admire ta façon de répondre parce que tu réponds de façon simple, efficace et tu réponds pas par la haine. Et ça, c'est ce que je fais, c'est ça que les gens vont regarder. C'est quand tu as des témoignages négatifs, si tu réponds toi par le négatif, c'est mort, tu as perdu. Tu dois répondre formellement, encore une fois, sans émotion. Donc moi, le haters, je réponds sans émotion quand je dois lui répondre et notamment quand il a une communauté. Sinon, quand je vois que c'est un petit compte, que le gars il dit n'importe quoi, que c'est totalement à côté de la plaque, je supprime tout simplement le commentaire. Je ne vais pas le bannir. Il a fait une erreur d'interprétation, il n'a pas vraiment compris le truc. Là, je supprime. Quand je vois que le niveau de haine est assez élevé, que la personne elle est vraiment violente, là, je préfère bloquer la personne et j'en entends plus parler. Lui, il verra à peine que je l'ai bloqué et il n'y aura pas de problème dans ce cas-là. Voilà ce que je fais, moi, aujourd'hui, sur LinkedIn. Je trouve ça intéressant qu'on parle aussi des harceleurs parce que je sais que je ne suis pas la seule et malheureusement c'est aussi très féminin. Mais on tombe beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'on soit exposé ou pas, hein, mais quand on fait du building public à n'importe quel niveau, qu'on soit solopreneur, entrepreneur, marketing manager pour sa boîte, et ben tout de suite il y a des gens qui vont demander des appels téléphoniques, je t'invite à déjeuner, ça j'ai souvent ça aussi. Non en fait j'ai pas envie. Donc voilà, et la dernière fois pareil, je publiais sur Instagram, le mec me dit il faut que je te parle de ce projet, quel est ton numéro de téléphone? Je ne le connais pas. Donc je lui envoie un message et je lui dis est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par écrit? Et là il me dit je ne souhaite pas échanger davantage sur ce sujet par écrit. Je préfère un échange en physique afin d'évaluer le potentiel business de ce sujet. Nous avons tous 15 minutes dans une journée pour un échange business autour d'un café. Merci de ta compréhension. Voici mes disponibilités. À toi de me dire la tienne. Et du coup toute la journée il continue à écrire, à répondre à toutes mes stories Instagram. Donc je finis par dire hello, je suis désolée, comme je t'ai déjà dit, je ne peux pas prendre du temps hélas en ce moment. Je reçois beaucoup de demandes par jour, je ne fais pas d'exception. Merci de ta compréhension à toi aussi. Et là je reçois MDR, c'est pas mon souci si tu reçois beaucoup de demandes. Pour moi, notre rendez-vous est validé jeudi. À toi d'essayer de t'arranger dans ton agenda. Un agenda est modulable. Merci et bonne soirée. Voilà, ça c'est très commun. Mais pour moi, ça, je mets maintenant dans la case psychopathe. Voilà. En fait, je ne parle plus aux psychopathes. Alors, tu vas dire que je suis un homme, donc c'est pas évident de savoir ça. Mais à l'époque, j'avais créé beaucoup de robots féminins pour faire de la prospection. Il n'y avait pas Wallaxy, on avait fait ça sur Python à l'époque, et j'avais créé plein de faux comptes LinkedIn. Alors, désolé de faire tout ça à l'époque, mais c'est en 2020-2019. Et donc, du coup, on avait des profils féminins. Si Christelle Defoucault écoute l'épisode, tu vas recevoir un pigeon mort. Je sais, mais alors j'ai arrêté, hein, c'était au tout début, et après on a été pris de court par d'autres logiciels, mais j'avais créé, enfin mon entreprise, hein, pas moi directement, hein, donc, mais j'en suis responsable, des profils féminins, parce que ça marchait mieux tout simplement, et du coup on recevait des gens qui venaient draguer et recevaient ce message-là, et moi je me suis fait, on s'est fait prendre, hein, parce que nous on répond gentiment, et puis on commençait à se faire harceler. C'était un truc de malade, quoi. Et ça, c'est assez surprenant. Et c'est vrai qu'un homme ne peut pas forcément le comprendre quand il n'a pas vécu ce truc-là. Et d'ailleurs, je ne peux pas le comprendre parce que ça, c'est quelque chose que les filles vont tout le temps vivre. Dans tous les cas, ce qui est encore important, c'est que dans ta réponse, tu as été, encore une fois, trop gentille. Et ça, je pense que c'est un trait chez toi. Tu as une agréabilité très élevée. Tu es ultra gentille. Mais quand il y a une communauté comme la tienne, tu ne peux plus répondre de cette façon-là. Tu as été trop gentil au début. En temps de répondre, tu dois être ultra formel. Il y a des procédures pour prendre rendez-vous avec toi. Il y a un Calendly. Il y a des messages automatiques. Il faut que tu mettes une distance. Si tu ne te protèges pas par une distance, ça ne fonctionnera pas. Et tu dois avoir même aujourd'hui une distance avec quelqu'un qui gère tes rendez-vous. Que ce soit un IA ou quelqu'un d'autre, à ton niveau, tu ne peux pas te le permettre. Et quand tu crées ces distances-là, il n'y aura aucun problème avec la personne qui est pour moi, là, dans le coup que tu donnes, psychopathe. Clairement, maintenant, je mets dans la case psychopathie de la triade. Même s'il n'est pas, c'est pas grave. Pour moi, c'est classé. Et quand c'est classé, je bloque, je supprime le commentaire et je ne donne plus aucune attention. Là, pour moi, tu as donné trop d'attention et tu as été, encore une fois, trop gentille. Tu as vu, tu lui as donné un espace, encore une fois, de relation. En fait, je me dis, on a déjà tous eu des moments où on a été, tu sais, pas poli, à côté de la plaque, ou forcer le truc. Et du coup, j'ai tendance à me dire que bon, j'essaye de creuser. Mais donc, toi, tu dis, dans ces cas-là, qu'on ait une audience ou pas, on n'essaye même pas de creuser. Au premier message, quand la personne dit, je veux un rendez-vous physique,
hop, formalité, même pas désolé, même pas se justifier. C'est comme ça et pas autrement. Mais c'est très bien ce que tu dis parce que ça oblige du coup les solopreneurs quand ils se lancent à avoir une structure. Et la structure, c'est ce qui va te protéger et c'est extrêmement important parce que tu vas commencer à dire ah oui, il y a des choses qu'il faut dire non, tu vas perdre du temps dans tes entretiens et c'est un mauvais réflexe qu'il va falloir dans tous les cas changer. Donc on pense que quand on se lance, il faut prendre du temps avec les gens qui viennent nous voir. Ben non, c'est un mauvais réflexe puisque tu peux pas le scaler. Donc tu peux pas l'automatiser. Donc il y a des process, il y a un Calendly, il y a une visio ou au téléphone, tu laisses le choix au client de 15 à 20 minutes pour entendre le projet. C'est un oui ou c'est un non et la personne respecte ton emploi du temps. Si elle n'est pas prête à respecter ton emploi du temps en disant moi j'ai un projet, c'est urgent, j'ai besoin de toi, bah tant pis, non. Il y a une façon de structurer les choses et c'est important pour un solopreneur qui se lance de se structurer de cette façon-là. Moi, constamment, on vient me voir pour des conférences gratuites ou des j'ai besoin de vous pour un projet, vous êtes la personne idéale, est-ce que je peux vous appeler à 16 heures? Ben non. Il y a une structure. Là, je suis blindé jusqu'en juin, juin-juillet. Il y a mon site web. Tu prends rendez-vous et tu auras une meilleure relation avec ton client. Sinon, il ne te respecte pas. Et moi, je pense que c'est important, justement. C'est bien de faire cette structure-là dès le départ. Surtout que c'est en aucun cas mon client parce que j'ai rien à vendre et du coup voilà, c'est juste un entrepreneur qui me dit qu'il veut me parler d'un projet business, mais tu vois, c'est vraiment en plus pas une relation commerciale. Mais intéressant, et ce que tu nous dis du coup sur se protéger du harceleur ou du profiteur, on l'appelle comme on veut, mais tout le monde a un cas en tête sur les réseaux sociaux de voilà, un gratteur, on va dire, qui vient sans politesse pour tirer profit de nous, et toi tu nous dis bah ça va vous forcer à vous structurer, à mettre en place un vrai process. Vous pouvez en profiter pour déléguer les réponses. Si par exemple vous avez un début de communauté sur les réseaux sociaux, bah, c'est le moment par exemple de mettre en place le répondeur automatique sur LinkedIn ou tout simplement de dire sur Instagram, même si c'est vous, si vous sentez que ça sent le sapin: bonjour, je suis Lisa et je gère les messages de Caroline. J'adore cette astuce que tu nous as donnée. On faisait ça pour les services clients à l'époque, même si c'était toi, tu mettais pas ton vrai nom quand tu gérais les services clients. Oui, ça s'appelle créer une distance. La distance te protège. Mais attention, si le message est bonjour Caroline, voilà, j'ai un projet de site internet et de gloss marketing. Je ne sais pas par où aller. Est-ce que tu pourrais me conseiller? Est-ce que toi tu fais ce travail-là? Si le message est structuré, let's go, tu peux répondre. Envoie le Calendly. Tu peux répondre le jour même, mais de donner un rendez-vous le jour même montre bah, que tu as du temps. Tu dis, bah, écoutez, on peut en discuter dans 4-5 jours. Ça laisse le temps d'avoir cette prise de distance et ça augmente ta valeur perçue, ta qualité perçue. Si tu es trop disponible, ce n'est pas bon. Mais quelqu'un qui arrive en disant j'ai un projet secret, il faut que j'en parle qu'en face à face, bon bah déjà c'est chelou. Et pour moi déjà j'ai dit ok, bon, tu te rends le service secret ou quoi? Enfin, oh non, tu vois. Et là tu dis ben non, si la personne n'est pas capable de parler de son projet sur LinkedIn, c'est mort. C'est pas bon signe. Et puis moi je vais pas voir un inconnu à 15 minutes à Paris que je connais pas. On est fou, mais quand même pas à ce point-là. Première astuce, du coup, se structurer. Deuxième astuce, déléguer. Et troisième astuce, tu nous as dit, et franchement, c'est celle où je me dis j'ai le plus de progrès à faire, c'est aucune émotion. Quand on est hypersensible, on met de l'émotion partout et c'est comme ça qu'on aime vivre. Donc c'est vrai, bah, essayer d'arrêter de dire désolé. Déjà, ça c'est le pire mot de la terre. On vous en voudra toujours si vous êtes désolé. Donc plutôt dire merci que désolé. Je vais faire un épisode là-dessus prochainement parce que ça, c'est des petites règles d'or qui changent la vie. Et est-ce qu'on doit répondre ou pas à des haters? Donc là, on est de nouveau dans la sphère publique, Romain, on n'est plus dans la messagerie, on n'est plus face à un harceleur, on est dans une situation où il y a quelqu'un qui nous insulte sur les réseaux sociaux. Alors tu nous as dit un peu ton process, mais imaginons par exemple que les haters se démultiplient. Toi, tu nous as dit, voilà, si tu sens que le mec, c'est un petit écart de sa part, tu nous as dit, supprime le commentaire. Si tu sens que c'est vraiment pugnace, toi, tu dis, tu bloques, il s'en rendra pas compte. Imaginons, et ça a été le cas pour beaucoup de personnes que je connais qui ont connu des bad buzz, qui est un essaim de personnes. Autrement dit, les haters pullulent en fait. Tu supprimes un commentaire, en voilà un autre, et il y a un effet boule de neige. Comment est-ce que toi, tu conseillerais de se sortir de cette situation quand il y a un effet, en fait, ça s'envenime et ça devient un peu hors de contrôle? Est-ce qu'on supprime le post? Est-ce qu'on part au vert? Est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on assume? Qu'est-ce que tu fais, toi? Alors ça va dépendre de la qualité encore une fois de la réponse. Tous les messages émotionnellement négatifs où la personne insulte, on va le qualifier d'humiliation. Moi, je supprime tout simplement, mais je vais pas, quand je suis en buzz, le supprimer parce que suit le mouvement. Donc, je vais juste supprimer et je vais laisser les commentaires ultra sceptiques. Hein, c'est ce qui m'est arrivé. Il y a un post qui a été mal compris. J'ai écrit en 20 minutes. Je me suis dit, c'est le post, il était trop nul et j'ai fait 2 millions de vues. Du coup, il n'était pas calibré pour faire 2 millions de vues. Donc, parce que forcément, bah, quand c'est écrit en 20 minutes, tu penses pas à tout ça. Et en fait, il a trop bien marché. Donc, j'ai eu plein de gens qui n'ont pas vraiment compris le post et qui n'étaient pas d'accord. J'ai laissé tous les sceptiques.
qui m'insultaient pas, qui disaient je suis pas d'accord avec vous, machin, j'ai laissé. Les personnes qui sont insultantes émotionnellement, humiliantes, donc ils vont t'humilier, je supprime quand c'est en bad buzz. Quand c'est des petits posts, je peux bloquer ou supprimer en fonction du cas, mais quand c'est un bad buzz, tu pourras pas tout bloquer, ça va être compliqué, je supprime et c'est tout. Et après, je laisse faire aussi, tant pis, à un moment donné, tu pourras pas tout gérer et c'est pas grave. Même si c'est des discours de haine, tu pourras pas tout modérer. Ah, moi, j'ai eu plus de 3000 commentaires, donc tu peux pas gérer tout ça et tu laisses et tu continues tout simplement le principe. Qu'il faut savoir par contre, ça c'est ce que les gens ignorent, c'est que quand tu as une personne négative qui va parler, ça va en générer d'autres. Ça c'est un point important. C'est-à-dire que quand tu as le premier hater qui va arriver, tu as d'autres haters qui vont arriver. Quand c'est le premier hater qui finalement qui est le plus dur, c'est le premier qui va être problématique. Donc moi j'ai beaucoup de gens dans mon entourage que quand ils ont le premier hater ou la personne qui n'est pas d'accord, surtout chez les youtubeurs, ils suppriment et ça évite d'avoir cet effet cumulé. Donc, quand tu laisses un message de haine ou de sceptique même, ben, t'en auras d'autres parce que les gens le voient en disant ah je suis d'accord avec lui, et hop ils vont faire eux-mêmes leur message. C'est un effet cumulatif. Donc ça c'est un point important à prendre en compte dans la façon de gérer aujourd'hui le discours. Donc sur les gros buzz, bah, tu ne pourras pas le gérer. Sur les petits posts, tu peux le gérer, tu supprimes et tu n'en auras pas d'autres normalement. Tu postes un truc rapidement, contre toute attente, le truc fonctionne trop et tu te dis mince, j'aurais dû y passer plus de temps, mais c'est trop tard, c'est viral. Et justement, c'est peut-être pour ça que c'est viral, c'est parce que c'est imparfait et que du coup, tout le monde a un truc à dire pour compléter, à réfléchir. Ce post, c'était la première fois que j'avais des haters. Donc au début, j'avais que des commentaires positifs parce que sur LinkedIn, j'ai jamais eu de haters en fait. Parce que par peut-être mon statut, par peu importe, j'ai jamais eu des gens qui m'avaient insulté. Ça m'est jamais arrivé et je me suis jamais dit que ça allait m'arriver. Quand j'ai eu ce post-là, c'est la première fois que je recevais de la haine en fait. Pendant 6 heures, le post, il n'y avait pas de problème. Et vers la nuit, le soir, là, ça a cumulé des discours que de haine, que de haine, que de haine. Mais vraiment ultra violent. J'ai même un gars super violent qui m'a mis un message en taguant quelqu'un d'autre, que là, du coup, j'ai bloqué. Mais moi, forcément, qu'est-ce que j'ai envie de faire ici? J'ai envie de lui répondre, j'ai envie de l'insulter, j'ai envie de dire je suis pas du tout d'accord. Et en fait, non, il faut jamais céder à ça. En fait, il faut penser comme un Jedi. C'est le meilleur moyen de penser. Si tu réponds à de la haine, toi, tu vas automatiquement être contaminé. C'est-à-dire que dès que tu vas répondre, parce que tu es en colère, tu es touché, tu vas être contaminé, ça va te faire mal. Donc il faut réagir comme un Jedi. La personne ici t'attaque, tant pis, tu prends le coup, mais tu bloques et tu penses à autre chose, t'oublies. Moi, je repense toujours à ça parce que parfois, forcément, moi aussi, j'ai envie de répondre et je suis assez bon dans la rhétorique pour casser la personne. Mais si je le fais, alors je tombe du côté obscur. Je deviens un senior site. Donc, dans ces cas-là, je le fais pas. Et aussi, quelque chose à conseiller pour les auditeurs quand vous avez comme ça un bad buzz. Alors déjà, c'est la rançon de la gloire, c'est que vous avez réussi à avoir un buzz. Donc ça, c'est ce que vous diront tout votre entourage. Mais sur le coup, ça nous tape quand même sur le système et ça rend vraiment fou. Moi, ce que j'ai tendance à vous recommander, c'est aussi d'aller partir au vert. En fait, le buzz, il va pas durer plus que 24 heures. Donc, hyper important, si vous sentez que ça sent le sapin, encore une fois, paf, directement dans la maison de campagne, vous laissez votre portable à votre mec, à votre nana, à votre sœur, à votre tante. Essayez de prendre du recul et comme ça, vous revenez, comme vous a dit Romain. Si vous n'avez pas la force et le recul de Romain, qui est quand même là-dedans pour vous dire, bah, je dépassionne le débat, au moins, prenez un jour sans réseaux sociaux, sans rien, et vous allez voir que quand vous allez revenir, vous allez avoir pris du recul et vous allez peut-être mieux répondre, mieux gérer la situation, en tout cas pas vous laisser déborder. Et la dernière chose que je voulais ajouter là-dessus, c'est souvent ça terrorise les gens de devenir public parce que justement on a trop peur du bad buzz. En fait, je donne toujours l'exemple de Kim Kardashian qui a fait un bad buzz terrible qu'il a lancé. Aujourd'hui, Kim Kardashian, plus personne ne se souvient de sa sextape. Ou si on la mentionne, en tout cas, c'est pas ça qu'on retient d'elle. Donc, ne vous dites jamais, je veux pas être public parce que peut-être un jour je serai public pour les mauvaises raisons. Les personnes qui vont vous juger sur un écart dans toute votre carrière, c'est quand même pas de bol. Et c'est peut-être pas les personnes que vous avez envie d'avoir autour de vous, comme dans la vraie vie. Donc voilà, j'ai tendance à vous dire aussi, essayez, même si c'est dur, de relativiser quand vous êtes là-dedans. Dites-vous, bah en fait, les gens vont pas retenir ça plus de 24 heures. Et comme dans les ruptures amoureuses d'ailleurs, le temps est le meilleur conseiller. Tout finit par passer. Et si vous avez fait un truc nul, faites 15 trucs bien après. Les choses vont se réguler. Totalement. Et encore une fois, ce qui est très important, c'est si on doit répondre, jamais des émotions. On reste formel, on reste neutre, on ne tombe pas dans l'émotion négative de l'autre. Ça, c'est, je pense, le plus important dans la façon de gérer des haters ou des gens qui ne sont pas d'accord. Ben, il faut répondre en mode Jedi. Soit on ne répond pas, mais on ne répond pas avec des émotions, car c'est à ce moment-là que nous, finalement, on tombe dans le piège de l'émotion et on tombe dans l'emprise du commentaire. En fait, il ne doit pas nous impacter. Ce n'est pas grave, c'est OK. Et on répond de façon très formelle, très sympa, ultra bienveillant,
même avec de l'humour, pourquoi pas. Et ça, c'est en contre-coup par rapport à ce que la personne peut dire. Il faut prendre sur soi. C'est très contre-intuitif, mais c'est la meilleure des choses pour répondre. Et ça a été évalué par d'autres personnes. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont vous lire, ils vont préférer que vous soyez neutre et sympa que vous tombez également dans ce discours de colère. C'est un point très important. Et c'est vrai que sur Instagram, ils ont mis cette fonction, tu sais, où tu peux mettre un cœur. Et ça, c'est un truc que je m'amuse à faire quand j'ai des messages vraiment pas sympas. Ou notamment sur mes vidéos Instagram, je suis abonnée aux gens qui viennent écrire MDR, pauvre meuf, elle parle à un mur. Et du coup, quand j'ai ce genre de messages qui sont très courants quand tu fais des vidéos, en fait, je like simplement. Je trouve que c'est une réponse hyper digne. Et moi, ça me fait du bien parce que j'ai le sentiment d'avoir quand même réagi, tu vois. J'ai une dernière question à te poser, Romain, pour clôturer l'épisode. Et pour moi, elle est hyper importante et très clivante. Tu mentionnais tout à l'heure que tu as écrit ton post en 20 minutes et qu'en fait, il y avait certains manquements. Est-ce que, comme dans la presse, toi, tu recommandes de faire des erratums et de dire, en fait, c'est vrai, tu as raison, Jean-Michel, j'ai écrit ce post un peu vite parce que moi, j'ai tendance à faire ça. Et il y a pas longtemps, Arnaud, que tu connais, mon associé, m'a dit, en fait, Caro, il faut jamais faire ça. Il m'a dit, là, tu es en train de leur donner de la matière. Parce que dans le commentaire, je disais, tu sais, je publie 1 fois par jour. Donc, parfois, ça arrive de faire des posts un peu moins bien. Et Arnaud me disait, dis jamais que tu fais des posts moins bien. Quelle est ta religion, ton opinion là-dessus, Romain? Est-ce que toi, t'avoues, écoute, j'ai écrit ce post trop rapidement, ou écoute, j'aurais peut-être pas dû dire ça? Alors, il y a en effet ce qu'on appelle la politique en gestion de crise. Donc, il y a des formes de communication qu'on fait en politique ou pour les entreprises. Alors, en politique, par exemple, on ne peut pas s'excuser, on doit assumer jusqu'au bout son idée pour le besoin d'être cohérent. Maintenant, tu connais bien ce concept psychologique. Eh bien, pour l'audience, on peut totalement pas s'excuser, mais on a le droit de se remettre en question. Ta réponse, elle est bien et elle est pas bien à la fois. Et Arnaud, il a raison. Alors, on peut dire, en effet, j'ai écrit ce post un peu trop vite et j'ai pas pris en compte cet élément. Je l'ai corrigé. Par contre, tu ne peux pas dire j'ai écrit ce post trop rapidement parce que j'en écris un par jour et parfois on fait des erreurs. Là, c'est une excuse qui te dévalorise toi directement et tu donnes une porte d'entrée, comme le fait de s'excuser au lieu de remercier la personne de sa patience, par exemple. Donc là, c'est une erreur. Donc tu as le droit de te remettre en question, mais la remise en question n'est pas une excuse. C'est de dire, en effet, il y a une erreur dans le post ou en effet, j'ai pas pris en compte ça. Vous avez raison de le souligner. Point, c'est terminé. Par contre, tu ne peux pas dire, je le répète bien, parce que j'écris 1 fois par jour, j'ai écrit à minuit. Ça, c'est s'excuser. Et encore une fois, on le retrouve chez les gens qui ont une agréabilité très élevée dans le Big Five. Donc, c'est totalement toi. Parce que tu es reconnu comme très gentille, très humaine. Et bien, voilà. Ce qui est normal, en fait. Mais en fait, non, il ne faut pas le faire parce que tu donnes une porte d'entrée comme le fait de s'excuser. Romain, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un épisode plus long que d'habitude, mais ça valait le coup. Et puis, c'est trop peu documenté. Comment répondre aux sceptiques, comment répondre aux harceleurs, comment répondre aux haters. Merci Romain d'avoir été avec nous et dis-nous vite où est-ce qu'on peut t'envoyer. Comme d'habitude, je pense que tu vas recevoir une flopée de remerciements, de petits mots gentils, de petits mots d'amour. Et franchement, si vous êtes en train d'hésiter à envoyer un message, on n'en a jamais assez. Ça fait trop plaisir d'entendre quand vous avez aimé les épisodes. Donc, n'hésitez pas. Où est-ce qu'on peut t'envoyer tout cet amour, Romain? Mais sur LinkedIn, comme d'habitude, donc sur mon compte LinkedIn, Romain Bouvet, PhD. Ce sera dans les ressources de l'épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.